L'information selon laquelle Israël serait en récession n'est pas précise, n'est pas fondée. Une analyse détaillée des indices prouve qu'Israël est toujours en croissance économique. Nous sommes mercredi et donc, fidèle au poste, j'ai à mes côtés, à ma gauche, notre ami, le docteur Daniel Guggenheim pour son survol hebdomadaire de la presse économique. Boker Tov, Daniel. Bonjour. Alors, moi, je voudrais d'emblée vous interpeller parce que cela fait quelques semaines que vous nous expliquez que tout va très bien dans l'économie israélienne et surtout que la croissance va éclater, comme on dit. Et là, j'entends depuis le début de la semaine que, bien du côté des indices économiques, on est plutôt en récession. Expliquez-nous. Très bien. Comme d'habitude, vous posez bien la problématique. Maintenant, effectivement, les journaux ont titré « Israël en récession, baisse de 1,6% de la croissance au premier trimestre 2022, alors que les économistes attendaient une augmentation de 1,8%. » Et donc, premièrement, c'est peut-être les économistes qui ont été déçus. Les économistes, lorsqu'ils prévoyaient ça, bien entendu, se sont basés sur les indices qu'on voyait chaque mois. Maintenant, est-ce que ce titre est vrai ? Eh bien, l'Institut des statistiques en Israël a tenu de façon exceptionnelle d'ajouter un commentaire au chiffre qu'elle a même publié. Elle a dit il faut faire très attention à ce chiffre de moins 1,6 qui est publié. Il ne s'agit pas d'une récession. Et elle dit la chose suivante. Elle dit d'abord, je rappelle aux gens que le dernier trimestre, Israël a connu une croissance en rythme annuel 15,6%. Attendez, répétez. 15,6%. Quand alors, le dernier trimestre 2021. Le dernier trimestre. C'était 15,6%. Et lorsqu'on baisse de 1,6% par rapport à 15%, on ne peut pas dire qu'on est vraiment en récession. Elle invite les gens qui liraient ces chiffres-là à se reporter aussi à ce qu'on fait souvent, de comparer premier trimestre 2022 par rapport au premier trimestre 2021. Et qu'est-ce qu'on voit ? qu'en un an, la croissance, ça fait 9% en plus. Et donc, on n'est pas en récession à ce niveau-là. De plus, l'Institut statistique montre de quoi sont constitués ces chiffres-là et pourquoi ils indiqueraient une récession. La chose la plus marquante, il y a une baisse de 7% des dépenses publiques. C'est-à-dire que l'État a moins mis de l'argent dans le secteur financier, dans le secteur économique, c'est-à-dire par exemple les aides. Nous le savons ça, puisque la Covid était terminée et que n'a pas encore été voté, ou ça doit être incessamment, pour la loi qui doit indemniser les gens qui ont été gênés dans le début 2022. Oui, ça prend du temps. Et donc, ça prend du temps. Et donc, en fait, c'est que l'État a moins dépensé. On le sait, ça. Bah oui, on le sait. À chaque fois, je vous interpelle là-dessus. Donc, l'État reçoit beaucoup des contribuables israéliens, mais il ne dépense rien. Donc, on peut se demander, c'est pas une question, c'est pas les acteurs économiques privés de l'économie qui sont en récession, c'est que l'État a moins injecté de l'argent puisqu'il a voulu moins indemniser ce qu'elle devait indemniser. Économiquement, c'est pas quelque chose de mal, point de vue de. Non, mais ça veut dire, et Mosifim chet al pesha. Ça veut dire non seulement il ne redistribue pas, on va dire, les richesses, mais en plus ça a un impact négatif sur la croissance. Oui. Et j'ajouterais, surtout le point le plus important que les statistiques disent, et qui montre qu'Israël n'est pas en récession, c'est qu'il y a une augmentation de 3% des investissements du secteur industriel. C'est très important, parce que c'est l'avenir du pays. Ces chiffres-là sont à comparer à tout ce qui se passe dans l'OCDE. Et donc, en vérité, c'est facile de faire des traits comme ça, mais quand on regarde, je soutiens, Israël n'est pas en récession. Et alors là, pour résumer, parce que si on veut donner un chiffre, par exemple, à des gens qui nous demandent où en est l'économie israélienne,
on peut situer aujourd'hui la croissance économique, parce que on dit que dans les pays de l'OCDE c'était autour de 3,5, c'est ce qu'on disait, que Israël c'était autour de 5-6. Alors le chiffre vous le maintenez, 5-6% de croissance pour 2022. Pour 2022. Oui, ben le FMI a dit oui, ça n'a pas de changement. Oui, bien sûr. Bon. Bien sûr. Eh bien d'accord, on est heureux de constater que finalement, c'est-à-dire, on se livre nous-mêmes à une autoflagellation économique, et c'est dommage. Alors ça, on a réglé ce problème. On va parler avec vous d'un autre sujet dont vous vouliez avancer, c'était l'inflation, parce que l'inflation aussi, c'est-à-dire c'est presque, est-ce que c'est complémentaire, est-ce que c'est concomitant? C'est l'inflation, elle grimpe beaucoup, et on parle d'une perspective de 4% d'inflation en Israël pour l'année 2022, alors que dans d'autres pays on parle de beaucoup plus, 10%, 8% dans les pays européens, c'est moins qu'ailleurs, mais pourquoi tout de même il y a tant d'inflation? Oui, d'abord les chiffres d'avril ont montré réellement une augmentation de l'inflation 0,8%, c'est beaucoup, c'est dû à tout augmente pratiquement d'ailleurs, et ce n'est pas seulement l'énergie. Maintenant, les économistes analysent que l'inflation dont vous venez de parler en Israël et dans le monde entier est différente, par exemple, de ce qui s'est passé en 2007-2009. Pour revenir à une inflation aussi grande en Israël qui dépasse les 3%, qui est l'objectif du gouvernement, il faut remonter à 2007-2009. Et là-bas, c'était tout à fait autre chose. Oui. Ici, ils disent que le problème de l'inflation est un problème de l'offre. C'est-à-dire, il y a des pays entiers. Regardez la Chine maintenant, qui a arrêté pratiquement d'exporter beaucoup de choses à cause des problèmes de Covid. Ils ont reconfiné beaucoup d'endroits. Il y a des problèmes dans le transport maritime dans le monde entier. Il y a des problèmes de la guerre de l'Ukraine, bien entendu. Ça, un problème énorme du blé. Tout ça fait qu'il y a une inflation qui, bien entendu, en Israël. Maintenant, je donne un exemple encore de titre alarmiste. Va-t-on manquer de pain en Israël? Comment quelqu'un, un site internet qui est sérieux peut faire un tel titre? Et quand on regarde d'ailleurs l'article, il y a marqué que ceux qui font le pain, les pâtissiers, les boulangers, Berman et compagnie, Angel, je ne vais pas faire disent que ils vont aller à la Cour suprême parce que l'État ne permet pas d'augmenter les prix. Il n'est pas question pour eux d'arrêter de faire du pain, il est question pour eux de faire pression sur le gouvernement pour augmenter les prix. Je comprends d'ailleurs, c'est de leur part à eux, et il est évident que leur marge diminue, qu'avec le prix du blé qui augmente tellement... Mais c'est ce que le gouvernement va faire, c'est-à-dire le gouvernement va libéraliser la commercialisation du pain, ou non, je me trompe? Le prix du pain. Pour l'instant, ils ne veulent pas, et ça va peut-être aller en Cour suprême, c'est en discussion. Effectivement, le gouvernement essaye de bloquer. Maintenant, une dernière chose que je veux dire par rapport à l'inflation, toujours on en parle, l'immobilier. L'immobilier a augmenté de 2% ce mois, a augmenté de 2%, mais... 16% sur les 12 derniers mois. Tout à fait. Maintenant, je voudrais dire, j'ai pas le temps de m'étendre ici, mais cette fois j'en parlerai plus, il y a des signes qui montrent qu'il y a un ralentissement dans l'investissement immobilier par rapport aux demandes Mashkantot qu'on avait et des particuliers qui achetaient des appartements. Le ministère de des Finances a publié des chiffres qu'au premier trimestre, et plus on va, moins il y a d'achats dans l'immobilier, et apparemment, et ça serait bien d'ailleurs, il y aurait un arrêt de cette spéculation, en tout cas de l'achat. Maintenant, il faudrait, les promoteurs ont écrit des lettres et ont essayé de se rencontrer avec le gouvernement. Ils ont un plan pour faire baisser les prix, ou en tout cas d'abord les bloquer, après les faire baisser. Il s'agit de construire massivement, etc., et de leur permettre d'avoir des ouvriers qui travaillent, etc. Alors, je vais sauter le prochain sujet que vous vouliez évoquer, mais pour arriver au dernier, parce qu'il me semble particulièrement important, on reviendra si on a le temps sur le problème des impôts, mais je voudrais que vous me racontiez cette histoire qui est assez étonnante. Je pense qu'elle intéressera beaucoup de nos auditeurs. Vous étiez dans une banque avec une Ola Khadasha, et vous avez remarqué que... Oui, d'abord, c'est important. Je voudrais quand même parler du troisième sujet sur les impôts. Mais on va y parler après, on en parlera après. Maintenant, en ce qui concerne... j'étais avec une Ola hier, et la chose est la suivante. Elle avait
elle avait des euros. C'est depuis quelque temps en Israël, bien entendu. Elle a un compte depuis longtemps dans certaines banques. Je ne veux pas donner le nom de la banque exprès, parce que c'est quelque chose qui est en train d'être fait et je ne veux pas de diffamation autre, mais j'ai fait des enquêtes pendant une dizaine d'années à Routinière-Roterer, là où j'étais, et je peux vous dire que ce que j'ai vu est vrai. La chose, c'est la suivante. Donc, elle avait des euros et 50 000. Un compte en banque. Dans un compte en banque. Son employé de banque, quand les euros sont venus de France, ont bloqué les euros pour 1 an. Sans lui demander. Sans lui demander, sans même l'appeler. Maintenant, cette personne-là a décidé, pour une raison qui est de changer de banque. Elle avait plusieurs raisons. Elle voulait changer de banque, aller dans une banque avec sa mère, peu importe. Au moment, et maintenant, effectivement, on peut facilement changer d'une banque à l'autre, ça se fait automatiquement, la Banque d'Israël a donné des ordres. Il y a une chose qui peut pas se faire, lorsqu'il y a, justement, un compte bloqué. Un compte en euros, un compte de matière étrangère, ça doit se faire, par les mains, ça peut, ça peut pas se faire automatiquement, digitalement, il faut que l'intervention. Quand l'employé a voulu faire passer, elle s'est rendue compte que ce compte était bloqué. Donc, elle a dit, je peux pas le faire passer. Alors le tu as dit débloquer. Elle dit, non, maintenant, quand vous avez fait passer le compte à l'autre endroit, il y a des lois qui disent, j'ai pas le droit de faire quoi que ce soit sur votre compte en euros. Donc, cette personne, depuis janvier, est bloquée et ne peut pas faire partir son euro dans une autre banque. Alors qu'elle ne l'avait jamais demandé. Elle l'a jamais demandé. Alors? Et il y a aussi un problème que l'euro baisse par rapport au shekel. Il est maintenant à 3,50. D'abord, elle m'a dit la chose, et ça m'a stupéfait. Elle m'a dit, l'employé de banque, vous croyez j'ai des milliers de clients, vous croyez que je vais demander l'avis de tout le monde lorsque je fais des opérations, je fais ça pour leur bien, pourquoi ? Parce que quand des euros ne sont pas bloqués, la banque où je suis prend des intérêts négatifs et ça pourrait lui faire perdre de l'argent. Si jamais la personne venir d'habitude est débloquée, je peux lui débloquer le jour rapidement. Mais là, ça peut pas se débloquer avant la fin de l'année, le délai. Attendez, oui, alors là, j'étais sidéré d'abord que qu'elle ait fait ça, et en plus elle a dit, j'ai oublié au moment de faire passer les comptes que j'avais bloqué le compte. Donc elle a fait 2 erreurs. Elle me l'a dit devant moi, avant la personne. J'étais stupéfait de ça. Maintenant, nous sommes allés voir le directeur de l'agence, qui était un peu au courant de cette affaire depuis quelques jours déjà, et je lui ai dit, mais on va écrire une lettre de plainte à la banque, parce qu'il y a un problème. Et ce qui m'a inquiété surtout, d'abord, c'est j'étais en stupeur sidéré devant, et vraiment de tout cœur avec cette eau-là, mais qu'une banque puisse, de façon, ce qu'on appelle en Israël Rorbi, c'est-à-dire c'est pas un cas. Il s'agit apparemment de beaucoup de cas que les employés de banque se permettent de faire des opérations sur leurs clients sans leur demander leur permission. Le chef de cette succursale m'a dit, si elle fait ça, c'est pas bien, je vais lui dire d'arrêter. Oui. Mais moi, je pose une autre question. Comment ça se fait que l'inspection interne de la banque, plus l'inspection de la Banque d'Israël, ne l'ait pas vue? Parce que, de toute façon, il faut savoir, et je le dis aux employés de banque, quand vous faites des choses de ce genre, de toute façon, à un moment donné, ça va se faire savoir. C'est en cours de processus, bien sûr, j'essaye d'aider pour que ce compte soit finalement débloqué et tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que il faut absolument que les gens regardent, et surtout si c'est aux euros, mais de toute façon, tous les jours, leur compte bancaire et vérifier si ce qui est fait là-bas, c'est leur avis. Moi, j'ai encore c'est une plainte, mais j'ai du mal à la voir, d'un Olé qui me dirait que la banque est jouée en bourse sur son compte. J'ai pas les preuves, et c'est quand il a demandé, alors on lui a fait vendre ses titres. J'ai pas la preuve que ça s'est fait ou pas, mais je dis encore une fois, il faut les gens vérifier. Donc, et je voudrais dire à ce niveau-là que quelqu'un, j'ai rencontré hier, quand on a eu une réunion de bénévoles, qui m'a dit qu'elle était à une conférence que j'ai fait il y a 2 ans, et le message que j'ai fait passer de regarder chaque jour son compte bancaire, depuis que je lui ai dit, elle le fait. C'est ça le message que je veux faire passer sur vérifiez votre compte bancaire et faites attention. Et de ne pas hésiter à me contacter, contacter Kalita, il y a la boum, le service, ou Kalitime, pour immédiatement, on essaiera d'intervenir pour voir ce qu'on peut faire. Alors là, il nous reste maintenant, 1 minute pour parler des impôts, qui découvrent que 85 millions de shekels sont détenus à l'étranger sans déclaration. C'est à qui ça, par hasard? Oui, il y a des Israéliens qui ont des comptes à l'étranger. On a le droit d'avoir en tant qu'Israélien. Et ça arrive d'ailleurs des Olim qui ont encore des comptes à l'étranger. La seule chose qu'il faut le dire au fisc israélien,
israélien. Si on le dit, c'est de la même façon que la France, quand on en a, il faut le déclarer. Et maintenant, il y a des gens qui l'ont pas fait. Là, les impôts, lorsqu'ils font ce genre de combat et le public après, ça veut dire ils veulent envoyer un message. Sachez qu'on a maintenant, on peut savoir tout ce qui se passe dans les banques à l'extérieur parce qu'Israël a maintenant effectivement les impôts, a fait des accords. Maintenant, pourquoi ça, c'est spécialement les Olim? En Israël, il y a beaucoup de Olim qui montent, qui sont retraités. Et pendant 10 ans, ils n'ont pas besoin de faire de déclaration fiscale en Israël parce qu'ils sont exonérés de ce genre de revenus. Mais qu'est-ce qui se passe après 10 ans? Ils doivent le faire. Et que maintenant, le gouvernement et les impôts ont une section d'ailleurs spéciale pour ça, peuvent immédiatement vérifier en France si les 10 ans passés, si cette personne-là a ou pas de l'argent en France ou des biens immobiliers. Et donc, dans ce cas, on peut lui dire, mais tu aurais dû faire une déclaration et me dire que tu as encore ces biens. Donc, c'est un signal que je donne aux gens, sachez que ça se fait, c'est ça qu'a voulu dire aussi les impôts, et que tous les retraités après 10 ans ont intérêt à faire une déclaration fiscale et à déclarer ce qu'ils ont à l'étranger dans le cas. Eh bien, voilà, on a fait un véritable tour d'horizon de l'actualité économique avec beaucoup d'informations, y compris des informations qui vous sont spécifiques, puisqu'on a vu ce cas de cette Ola Hadasha. Merci beaucoup, encore une fois, Dr Daniel Guggenheim.